Toute entité nationale implique un message culturel, reflet d'une conception particulière des valeurs humaines. Cette culture est le fruit naturel d'un processus séculaire d'interaction entre le potentiel humain et son environnement. Dans la mesure où une nation comprend son entité culturelle, qu'elle détermine à travers ses expériences les constantes fondamentales de son existence et qu'elle prend conscience de son rôle historique, elle contribue d'une manière plus efficace au développement et au progrès de l'humanité tout entière. Le message culturel libanais, à travers 6000 ans d'histoire, a débordé son cadre géographique et s'est caractérisé par une envergure internationale agissante et efficace. Le monde entier a été et demeure l'espace vital du peuple libanais. L'expansion libanaise dans le monde en est le témoignage réel et irréfutable. Un retour aux sources, aux fondements essentiels de cette expansion libanaise, serait peut-être nécessaire à la compréhension de l'une des pages les plus illustres de la vocation historique du Liban. L'histoire n'est rien qu'une leçon, et combien pauvres sont les nations qui ne savent pas tirer les leçons de leur histoire. L'expansion libanaise est un phénomène caractéristique de l'histoire d'un peuple habitant un pays montagneux de l'Asie occidentale, appelé depuis plus de 5000 ans Liban. Le mot Liban signifie dans les langues sémitiques blanc en raison des neiges éternelles qui recouvrent ses cimes. Le peuple du Liban a porté le nom de la terre qu'il a engendrée depuis les temps les plus reculés, constituant une nation géographique produit de l'interaction entre la montagne et la mer. Le cadre naturel du Liban a déterminé un comportement et des réactions propres aux Libanais. Il a modelé son caractère, son mode de vie et ses aspirations. Cette rude montagne libanaise a été gage de liberté, favorisant un esprit individualiste et développa chez les Libanais l'aptitude à l'effort, à l'entreprise, au défi et à la découverte. En plus de cet esprit de défi et d'aventure, le cadre naturel du Liban a enrichi l'imagination des habitants de cette terre, stimulé leur dynamisme et leurs ambitions. Mais le facteur fondamental et déterminant de la vocation du Libanais depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours fut la mer. La configuration spéciale du massif libanais le tourne en effet vers ce grand large, vers le monde de l'inconnu. C'est l'appel de la mer insistant et continu qui a principalement stimulé l'activité créatrice du Libanais et orienté sa marche traditionnelle en direction du soleil couchant. S'il est vrai que le milieu naturel a façonné la personnalité du Libanais, il est incontestable que le Liban doit encore ce qu'il fut à ses forêts qui lui ont fourni le bois dur et précieux, indispensable pour la réalisation de sa vocation et qui a tant suscité la convoitise des peuples de l'Orient ancien. De cette fameuse matière première, le Libanais a construit un navire. L'historien et philosophe allemand Oswald Spengler écrit à propos de l'industrie navale et de la navigation: « La construction d'un navire fut une réalisation prépondérante qui surpasse en intelligence et en portée les plus grandes acquisitions de la pensée humaine dans les temps anciens. Alors que le travailleur de la terre observait le cheminement de l'histoire, le navigateur se faisait artisan de cette histoire. L'histoire du monde a été en effet l'œuvre des groupements et des peuples mouvants, non de ceux attachés à la terre, préoccupés par son aménagement et son exploitation. » Les textes les plus anciens qui révèlent l'existence de relations entre le peuple libanais et ceux de l'Orient dès la plus haute antiquité sont les textes hiéroglyphiques égyptiens. Il y est fait mention des navires de Gebal ou Byblos qui transportaient le précieux bois de cèdre vers l'Égypte pharaonique. Jbeil ou Byblos, la plus ancienne des villes du littoral libanais, sinon la plus vieille ville du monde, a été fondée sur une colline surplombant la mer, témoignant par là de l'aspiration des Libanais
à s'ouvrir au grand large. Et du port de cette fameuse ville, ils s'embarquèrent à la recherche de nouveaux mondes. Dans le temple des obélisques de Byblos, l'éminent archéologue français Maurice Dunant a découvert une ancre en pierre datant du début du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Cette ancre a été sans doute offerte au temple par un armateur ou un capitaine de vaisseau pour solliciter la faveur des dieux et leur aide pour surmonter les périls du voyage. Parmi les objets précieux trouvés dans les temples de Byblos du 19e et 18e siècle avant Jésus-Christ figurent des centaines de statuettes votives, de vases, de colliers, de pendentifs et de bracelets. Ces objets sont fabriqués en or, en argent, en ivoire, en cuivre ou en bronze avec des incrustations de pierres précieuses. La matière première de ces pièces artisanales provient probablement d'Afrique et plus spécialement d'Égypte, avec laquelle les Libanais ont entretenu des relations très étroites aux différents niveaux culturels, religieux et économiques. Ils y avaient établi des colonies dont la plus célèbre était celle de Memphis, capitale de l'ancien empire. Hérodote mentionne dans son histoire que les Phéniciens de Tyr habitaient un grand quartier de la ville appelé le camp des Tyriens. Tout autant que Byblos, la ville de Sour, ou Tyr, fut très réputée dans l'Antiquité et son souvenir est associé à la prospérité économique et à l'opulence, aux flottes marchandes, aux expéditions, aux découvertes et à l'établissement de comptoirs et de colonies. Tyr, considérée comme la métropole des villes phéniciennes, fut qualifiée d'inviolable et de sacrée. La Bible vante Tyr, la ville installée au bord de la mer, dont les trafiquants sont des princes et les marchands des grands de la terre. Tyr qui a rassasié tant de peuples et enrichi les rois de la terre. Tyr qui a amoncelé l'argent comme de la poussière et l'or comme la boue des rues. Tyr, ou Tsor, qui signifie en phénicien le rocher, fut construite sur un îlot rocheux à quelques 600 mètres de la côte. La ville insulaire, avec ses maisons à multiples étages, ses palais, son célèbre temple de Melkart décrit par l'historien Hérodote, devait être la cité la plus moderne du monde à l'époque. Elle fut qualifiée d'arrogante à cause des remparts hauts de 45 mètres qui l'entouraient et la rendraient imprenable. Et c'est grâce à ces remparts que les citoyens de Tyr ont réussi à résister et à soutenir de longs sièges des rois d'Assyrie, Sennacherib, Asserhaddoun, Assurbanipal, du roi chaldéen Nabuchodonosor et d'Alexandre le Grand. Ce dernier fit construire une digue reliant la terre ferme à l'îlot, ce qui lui permit de donner l'assaut à la ville et de l'occuper. Et depuis, Tyr est devenue une presqu'île. Tyr s'est érigé en un des royaumes les plus célèbres de l'ancien Liban, plus généralement connu par les Grecs sous le nom de Phénicie. Ce royaume de Tyr s'étendait au nord jusqu'à Sidon, au sud jusqu'à la ville de Dora, à l'est jusqu'à l'Anti-Liban ou l'Hermon, et s'ouvrait à l'ouest à la Méditerranée. Les Tyriens établirent sur le littoral palestinien plusieurs stations et colonies sur la route de l'Égypte, telles que Dora, Joppa ou Jaffa et Ascalon. Le commerce de terre des Tyriens, important et étendu, cherchait à atteindre les pays continentaux les plus éloignés. L'Arabie et le royaume de Saba, la Syrie, la Perse, l'Anatolie et l'Arménie. Pour réaliser pacifiquement leur plan expansionniste, les Libanais usent d'un moyen que connaissent et appliquent les puissances économiques modernes, la coopération mutuelle. Les Libanais, qui avaient fréquenté les routes continentales du sud, de l'est et du nord, se dirigèrent d'eux-mêmes vers l'ouest, empruntant les routes maritimes de la Méditerranée.
Cette mer intérieure qui reliait les anciens continents d'Asie, d'Europe et d'Afrique constituait un espace vital pour les Libanais, un vaste champ pour leur ambition et une porte vers la liberté, au moment où les forces d'oppression représentées par les empires continentaux les accablaient du nord, du sud et de l'est. L'île de Chypre fut la première station de la grande expansion libanaise, vers l'Occident. Chypre tient son nom du grec « kypros », qui signifie « cuivre », matière première déjà très célèbre dans l'Antiquité. L'épigraphie et l'onomastique révèlent la présence de plusieurs centres phéniciens à Chypre, datant du 2e millénaire avant Jésus-Christ, tels Clocidia, Enkomi, Amathos, l'actuel Limassol, Idalion, Marion, Golgoï, Damassos et Lapitos. Toutefois, le plus important de ces centres fut Kition, l'actuel Larnaca dont le célèbre citoyen était le philosophe Zénon. La présence phénicienne à Kition est amplement attestée par la découverte de vases en terre cuite portant des inscriptions en caractères phéniciens, des ustensiles et objets divers ainsi que des statuettes d'origine phénicienne. Une statuette en bronze du 7e siècle avant Jésus-Christ représente l'effigie du Baal Melkart, patron de Tyr et protecteur de ses colonies d'outre-mer. Après Chypre, les Libanais débarquèrent à l'île de Rhodes, surnommée par les Grecs la Phénicienne, en raison des multiples établissements et comptoirs phéniciens qui s'y trouvaient. Les navigateurs libanais de l'Antiquité poussèrent plus loin dans la mer Égée pour s'établir à Samos, lieu de naissance du philosophe et savant Pythagore, de parents phéniciens si l'on en croit la plupart des historiens et biographes qui ont relaté sa vie. À Tassos, île de la côte de Thrace, et au dire des deux historiens grecs Hérodote et Pausanias, les colons phéniciens venus avec Tassos, fils d'Agénor, s'installèrent sur cette île et exploitèrent ses mines d'or. D'autres vestiges de l'implantation phénicienne dans la mer Égée furent exhumés. Hérodote affirme la présence des Phéniciens à Cythera. À Mélos, les archéologues ont découvert des vases antiques que les Phéniciens devaient troquer contre du soufre, ainsi que le mentionne l'historien Lenormand. À Théra, on peut contempler les ruines d'un temple dédié à Phénix, personnification des Phéniciens. À Délos, on célébrait le culte de Melkart de Tyr. Parmi les îles de la mer Ionienne qui furent colonisées par les Phéniciens dès les premiers temps de leur expansion dans le bassin oriental de la Méditerranée, figure la célèbre île de Corfou, ainsi qu'en témoignent les fouilles archéologiques. Une des légendes les plus significatives et révélatrices de l'expansion de la présence libano-phénicienne en Grèce est celle de Cadmos et de sa sœur Europe. La légende raconte qu'Agénor, roi de Tyr, eut 4 fils, Cadmos, Cilix, Phénix, Tassos, et une fille, Europe. Celle-ci, belle comme le jour, fut remarquée par Zeus alors qu'elle jouait sur la plage de Tyr avec ses compagnes. Il en tomba amoureux et pour éviter la jalousie d'Héra, son épouse, il se métamorphosa en taureau. Europe le vit, l'admira, s'enhardit même jusqu'à monter sur son échine. C'est alors que l'animal divin s'élança sur les flots et disparut au large. Il atteignit l'île de Crète, et de l'union du dieu grec et de la fille de Tyr naquirent 3 enfants, Rhadamante, Sarpédon et Minos. Minos devint le célèbre roi de Crète dont la civilisation fut surnommée minoïenne.
en souvenir de celle qui, venue de sa lointaine Phénicie, avait bien voulu se rapprocher d'un monde inconnu, les anciens accordèrent le nom d'Europe à l'un des 4 continents connus jusqu'alors. Outragé par l'enlèvement de sa fille Europe, le roi de Tyr Agénor chargea ses fils de partir à la recherche de leur sœur, avec ordre de ne point revenir sans elle. Phénix traversa l'Afrique du Nord. Il atteignit Carthage, puis revint, après la mort de son père, s'établir au Liban. Cilix se dirigea vers le nord et s'arrêta sur les côtes d'Asie mineure, dans la région qui prit par la suite son nom, Cilicie. Tassos et ses compagnons atteignirent Olympie, en Grèce, puis s'installèrent dans l'île qui fut appelée du nom de Tassos. Quant à Cadmos, il s'embarqua vers l'île de Rhodes, passa par l'île de Terra et arriva jusqu'à Delphes. Après avoir parcouru la Béotie, Cadmos bâtit la citadelle de la Cadmée, noyau de la ville de Thèbes. Un des petits-fils de Cadmos fut le célèbre roi de Thèbes, Oedipe. L'historien grec Hérodote relate dans son histoire que les Phéniciens venus avec Cadmos apportèrent aux Grecs bien des connaissances nouvelles. Entre autres, l'alphabet, inconnu jusqu'alors en Grèce. Les Grecs donnèrent aux lettres de l'alphabet le nom de caractères phéniciens. Quelques 20 siècles plus tard, les archéologues ont découvert à l'emplacement de l'antique ville de Thèbes une pièce de monnaie du IIe siècle avant Jésus-Christ qui représente Cadmos enseignant aux Grecs les lettres de l'alphabet. Cadmos, qui a diffusé et enseigné l'alphabet phénicien, ainsi que l'affirment Hérodote et Diodore de Sicile, est devenu le symbole du maître œcuménique et l'apôtre du savoir. À l'occasion du premier congrès international des enseignants du tiers-monde tenu à Mexico City en août 1975, le président du Mexique inaugura un grand monument à la gloire de Cadmos le maître. Le monument représente Cadmos devant un obélisque sur lequel sont gravées les lettres de l'alphabet phénicien. Il est entouré de sa sœur Europe et de 4 autres personnages qui symbolisent les 4 continents d'Asie, d'Afrique, d'Amérique et d'Océanie. À l'occasion de la fête des professeurs, des manifestations se déroulent tous les ans devant le monument de Cadmos pour commémorer le rôle pionnier de ce grand maître. Après que les Phéniciens du Liban eurent assuré des bases solides dans le bassin oriental de la Méditerranée, ils s'avancèrent vers le bassin occidental, à travers le détroit de Sicile. Du fait de la position intermédiaire et stratégique de Malte, les Phéniciens s'établirent sur cette île dès le IXe siècle avant Jésus-Christ, ainsi que l'affirme l'historien Diodore de Sicile du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il est à signaler que le nom de Malte est d'origine phénicienne et signifie abri. Les vestiges phéniciens à Malte se retrouvent à Rabat Médina, à la Valette et à Chersonèse. La Sicile, la plus grande des îles de la Méditerranée occidentale, ressemble de par sa position à l'île de Malte. La colonisation phénicienne de la Sicile remonte au début du 1er millénaire avant Jésus-Christ, ainsi qu'en témoigne l'historien grec Thucydide. Les fouilles archéologiques ont mis à jour des vestiges phéniciens à Soli, Palermo, Héraclia et Siaca. Mais les indices les plus importants de l'implantation phénicienne en Sicile sont ceux de l'île de Motia. Motia se distingue de tous les autres établissements phéniciens de Sicile par l'ancienneté et l'importance de ses vestiges. Un étang portuaire ou coton, qui rappelle celui de Carthage, s'ouvrait près de la porte sud de l'île. Ce petit port possède un canal d'accès. Une hypothèse récente voit en Motia non un vrai port, mais un étang sacré. Le matériel archéologique découvert à Motia est des plus importants et se trouve conservé au musée de Palerme.
La Sardaigne est, sans conteste, en dehors de la Phénicie et de Carthage, la région où les traces de la civilisation phénicienne sont restées les plus fortes et les plus profondes. Les principaux établissements phéniciens le long de la côte sud-ouest sont Cagliari, Nora, Bissia, Montesirai, Sulcis, à l'ouest Taros et au nord Olbia. D'autres centres d'implantation à l'intérieur, moins importants, ont été découverts. Les vestiges phéniciens du site de Nora sont les plus imposants. Ils remontent au IXe siècle avant Jésus-Christ. Les fouilles ont révélé les ruines d'un sanctuaire dédié au Baal Eshmoun ou Esculape, dieu de la santé chez les Phéniciens, dont le symbole était le caducée. Un grand nombre de stèles ont été mises à jour à Nora. Une de ces stèles représente la triade phénicienne et une autre la déesse de la fécondité. La plus célèbre est celle sur laquelle est gravé un texte du plus haut intérêt du IXe siècle avant Jésus-Christ, énonçant pour la première fois dans l'histoire le mot Sardaigne en caractère phénicien. Les vestiges phéniciens de la cité de Taros remontent au 8e siècle avant Jésus-Christ. Un quartier résidentiel, un temple monumental et une grande nécropole ont été découverts à l'intérieur de l'enceinte toujours visible de la ville. Dans la nécropole, des centaines de jarres funéraires, de masques mortuaires et des tombes pleines de bijoux ont été exhumés. Ce qui fut sauvé du pillage révèle que Taros était un des centres les plus productifs en joaillerie. À l'emplacement de Sulcis, au bas des remparts de la ville phénicienne, des centaines d'urnes funéraires, semblables à celles de Taros, et qui contiennent des ossements d'hommes ou d'animaux, ont été trouvés, ensevelis ou encastrés dans les anfractuosités du rocher. À Olbia, les fouilles ont mis à jour un grand nombre de colliers, formés de perles en verre colorées et de pendentifs en forme de tête humaine. À Montesirai, des bustes, des stèles et des statuettes en bronze ont été exhumés. Sur une plaque de bronze, un certain Abdo grava une dédicace à un dénommé Abd Melkart. En 654, avant Jésus-Christ, et selon Diodore de Sicile, les Phéniciens fondèrent une colonie à Ibiza, une des îles Baléares qui contrôle la voie maritime et commerciale en direction des ports espagnols. D'importants vestiges phéniciens y ont été découverts, entre autres des caveaux funéraires et des statuettes en terre cuite. En Italie, les Phéniciens établirent un comptoir à Puzzol, région où abonde le soufre naturel déjà très recherché dans l'Antiquité. Les Phéniciens de Puzzol devaient sans doute fréquenter les bains antiques d'eau minérale chaude de l'île d'Ischia. À Puzzol, grand entrepôt de marchandises provenant d'Orient, vivait une importante et riche colonie tyrienne dont les habitations ont été exhumées à Via Campana. Les îles de la Méditerranée occidentale ont servi aux Phéniciens du Liban de point d'appui stratégique pour s'assurer le contrôle des sources du commerce des métaux et surtout l'argent de la péninsule ibérique. Strabon affirme que les Tyriens possédaient, avant Homère, la meilleure partie de l'Ibérie et que la plupart de ces villes étaient habitées par les Phéniciens. D'autre part, Strabon précise que les citoyens de Sour ou Tyr ont envoyé plusieurs expéditions aux colonnes d'Hercule Melkart.
L'historien latin Paterculus rapporte que les flottes de Tyr ont fondé lors de leurs expéditions la ville de Cadis, également nommée Gadera ou Radir, vers 1110 avant Jésus-Christ. Cadis occupait une position d'intérêt vital parce qu'elle permettait le contrôle de la zone des mines argentifères de la fameuse Tarsis. Les textes bibliques rapportent que Tarsis était la cliente de Tyr et que sa flotte revenait tous les 3 ans chargée d'or, d'argent, d'ivoire. On donnait autrefois aux grands navires qui faisaient cette longue traversée entre Tarsis et la Phénicie le nom de vaisseaux de Tarsis. D'autres colonies phéniciennes furent fondées sur la côte méridionale de l'Espagne, telles que Cartagena, Abdera, Tarsis, en plus de Malaga et Carteia. Sur la côte atlantique portugaise, de nouveaux centres phéniciens tels que Castella, Alcácer do Sol et autres furent créés et utilisés comme ports de pêche ou entrepôts. Les Phéniciens ont été les premiers des peuples civilisés de la Méditerranée à prendre réellement contact avec le monde noir. En Tunisie, dont le nom dérive de Tanit, l'Astarté punique, les Phéniciens ont fondé d'abord Byrsa, le comptoir qui allait devenir plus tard le site de la ville de Carthage. Ils fondèrent également Utique, dont le nom signifie en phénicien Attika, c'est-à-dire la ville ancienne. À l'emplacement de l'actuelle Bizerte se trouvait Hippozyarite. D'une toute autre importance est Hadrumète, aujourd'hui Sousse. Leptis Minor est l'actuelle Lamta. Thapsos a été localisé à Ras Dimacé. D'importants vestiges phéniciens ont été exhumés à Acholla, dans l'île de Djerba, et à Kerkouan. Les 3 centres phéniciens les plus importants de Libye sont Sabrata, Oeia, ou l'actuelle Tripoli, et Leptis Magna, lieu de naissance de l'empereur Septime Sévère. En Algérie, les colons phéniciens fondèrent Hipporégius, Sirta, Tipasa, Gouraya et s'établirent dans l'île de Rachgoun. Le premier centre phénicien que nous rencontrons en territoire marocain est Rouzaddou, l'actuelle ville de Melilla, Tamouda, Tingis ou Tanger, de position à la fois atlantique et méditerranéenne, Lixus et Mogador, ou l'actuelle Assuera. L'empire maritime et commercial libano-phénicien d'outre-mer a été édifié à partir du XIIe siècle avant Jésus-Christ et dura jusqu'à la chute de Tyr aux mains d'Alexandre le Grand en l'an 332 avant Jésus-Christ. Il correspond à l'âge d'or de la Phénicie classique libanaise. Selon Moret, dans son histoire de l'Orient, cet empire colonial, qui est immense comparé à l'exiguïté de la métropole, est le premier exemple de ces dominations maritimes et commerciales que le Portugal, la Hollande et les grandes nations de l'Europe créeront par des moyens analogues quelques 20 siècles plus tard. Les Phéniciens donnent le premier exemple d'un peuple dont le commerce fut l'affaire principale, dont le rôle fut de servir d'intermédiaire entre les vieilles civilisations orientales et l'Europe primitive. En plus des produits agricoles, les principales exportations des cités libano-phéniciennes étaient des tissus en laine ou coton, teintés de la célèbre pourpre de Tyr.
des vases en verre transparent ou coloré, objets divers en terre cuite, en cuivre, en argent, en or, le bois précieux des forêts du Liban et tant d'autres articles. Le troc permettait l'acquisition de métaux précieux, du cuir et de l'ivoire. Les relations entre les Phéniciens et leurs clients étaient fondées sur une confiance mutuelle. Hérodote cite dans son histoire un exemple du mode de relation entre Phéniciens et Africains, exemple du dialogue pacifique engagé il y a 25 siècles entre l'homme blanc et l'homme noir. Traiter le sujet de l'expansion libanaise dans le bassin occidental de la Méditerranée nous conduit inévitablement à parler de Carthage, la plus célèbre, incontestablement, des colonies libano-phéniciennes. Les sources classiques situent la fondation de Carthage en l'an 814 avant Jésus-Christ. Selon l'historien romain Justin, les fondateurs de Carthage venaient de Tyr. Dans cette ville, Élissa, sœur de Pygmalion, avait épousé son oncle Acherbas, prêtre de Melkart, qui possédait de grandes richesses. Pygmalion fit assassiner Acherbas. Alors Élissa emporta le trésor de son mari et s'enfuit secrètement à Chypre avec un certain nombre de dignitaires. 80 jeunes filles promises au culte d'Astarté furent également emmenées, destinées à devenir les futures épouses des nouveaux colons. Les navigateurs tyriens débarquèrent sur la côte nord-africaine et furent accueillis par des envoyés d'Utique, fondés vers 1100 avant Jésus-Christ par les Tyriens. Selon la légende, Élissa s'engagea auprès du roi indigène de la région à payer le terrain qui pourrait être couvert par la peau d'un bœuf. Elle aurait ensuite ordonné de tailler cette peau en lanières très minces, de manière à pouvoir entourer le promontoire où devait s'élever Carthage. Ainsi fut fondée Carthage, ou Qarthadasht, la ville neuve. Le roi indigène, Iarbas, tomba amoureux d'Élissa et fit connaître son désir de l'épouser sous menace de guerre. Élissa demanda un délai et à la fin, voulant à la fois demeurer fidèle à la mémoire de son époux et sauver sa ville, elle préféra s'immoler. Ses sujets la divinisèrent et son culte se perpétua jusqu'à la destruction de Carthage en l'an 146 avant Jésus-Christ. Carthage prit un essor très rapide et devint le principal centre phénico-libanais de l'Occident méditerranéen. En dépit des crises que devait affronter Tyr, Carthage resta fidèle à sa ville mère et ses ambassades apportaient chaque année au temple de Melkart tyrien le 10e des revenus de l'État carthaginois. L'activité colonisatrice de Carthage se manifesta par la fondation de colonies et d'établissements dans la zone africaine, les îles de Sicile, Sardaigne, Corse, Minorque, Ibiza et dans la presqu'île ibérique. La prospérité de Carthage et la richesse de ses vastes possessions territoriales suscitaient la jalousie et la convoitise de Rome et entravaient ses desseins expansionnistes. Un conflit entre ces deux grandes puissances était inévitable. 3 guerres, appelées guerres puniques, se déroulèrent entre 264 et 146 avant Jésus-Christ, durant lesquelles de grands stratèges militaires de la famille carthaginoise des Barcides s'illustrèrent, principalement Hannibal. Hannibal pacifie l'Espagne, traverse les Pyrénées et les Alpes, remporte sur les Romains plusieurs batailles, dont la plus célèbre est celle de Cannes. En l'an 202 avant Jésus-Christ, Hannibal est vaincu à Zama et perd la guerre. Ainsi, l'histoire change de cours. En 146 avant Jésus-Christ, les Romains assaillirent Carthage et le général romain Scipion ordonna de détruire complètement la ville. L'incendie, qui ravagea sa célèbre bibliothèque, poussa l'historien Pierre Hubac à lancer un cri de condamnation contre ce crime abominable qui, au dire de l'historien, a causé la perte de 2000 ans de l'histoire de l'humanité. L'incendie de la bibliothèque de Carthage priva l'humanité d'un patrimoine culturel inestimable. Et les récits des découvertes géographiques et des expéditions maritimes que les Phéniciens relataient dans des rapports
tombèrent dans l'oubli. Pourtant, les annales historiques mentionnent certains exploits réalisés par les Libanais de l'Antiquité ou par leurs compatriotes dans les colonies d'outre-mer. La Bible, par exemple, parle d'expéditions au pays d'Ophir, envoyées conjointement et tous les 3 ans par Hiram, roi de Tyr, et Salomon, roi des Juifs. Vers 945 avant Jésus-Christ, les vaisseaux phéniciens partirent du port d'Ézion-Guéber près d'Élat sur la mer Rouge. Arrivés au pays d'Ophir, ils en rapportèrent 420 talents d'or, soit 14 000 kg d'or, du bois précieux en grande quantité et des pierres précieuses. Les chercheurs, Hiran et Quatremer, supposèrent qu'Ophir devait se trouver quelque part en Afrique orientale, au Mashonaland, au sud du lac de Tanganyika, où les fouilles archéologiques ont révélé la présence de mines d'or et de moules d'origine phénicienne dans la même localité. Un des exploits les plus impressionnants réalisés par les Libanais de l'Antiquité est le périple du continent africain, accompli sur l'ordre du pharaon d'Égypte, Néchao II, vers l'an 600 avant Jésus-Christ. L'historien grec Hérodote rapporte que les vaisseaux phéniciens traversèrent le canal qui reliait le Nil à la mer Rouge, ou Érythrée. Ils parcourent la mer méridionale et la 3e année doublèrent les colonnes d'Hercule et retrouvèrent l'Égypte. En 1497, lorsque le navigateur portugais Vasco de Gama accomplit son exploit qui impressionna si fort le monde de son époque, il ne faisait que répéter ce que les Libanais phéniciens avaient accompli 2000 ans avant lui, le tour complet de l'Afrique. C'est vers l'an 480 avant Jésus-Christ que se situe l'exploit célèbre de l'amiral phénicien Hanoun. Il fut chargé par les Carthaginois de fonder des colonies le long des côtes atlantiques de l'Afrique occidentale. Le récit de l'expédition fut gravé en phénicien dans le temple de Baal de la ville de Carthage. L'historien Polybe en prit connaissance et le traduisit en grec. Voici l'essentiel du récit. Les Carthaginois décidèrent que Hanoun naviguerait au-delà des colonnes d'Hercule et qu'il fonderait des colonies en Afrique occidentale. Il prit donc la mer avec 60 vaisseaux. Après avoir dépassé les colonnes, une première ville fut fondée et nommée Timiaterion. Plus au sud, 5 autres colonies furent établies sur la côte entre Soloïs et Agadir et appelées Mur Carien, Jité, Accra, Mélita et Arambis. Arrivés au fleuve Lixus, Hanoun et ses compagnons rencontrèrent des nomades appelés Lixites et ils devinrent leurs amis. Puis, ayant pris des interprètes parmi ces Lixites, ils se dirigèrent vers le sud. Arrivés à la petite île de Cernée, ils y laissèrent des colons. De là, l'expédition passa par un grand fleuve appelé Crétès, qui, selon l'historien Émile Gautier, n'est autre que le Sénégal, qui mène vers les mines d'or de la région de Bambouk. Hanoun et ses compagnons s'aventurèrent ensuite dans un autre fleuve, grand et large, appelé Falamé, infesté de crocodiles et d'hippopotames. Faisant demi-tour, ils regagnèrent la mer et naviguèrent vers le sud en longeant la côte. Après plusieurs jours, ils virent de nuit la terre pleine de flammes. De jour, ils reconnurent un volcan qu'ils appelèrent Kamarayoun ou Cameroun, c'est-à-dire le char des dieux. Après avoir navigué pendant 3 jours en longeant les coulées de lave, ils arrivèrent à un golfe appelé la Corne du Sud. Comme les vivres étaient épuisés, ils ne purent poursuivre plus loin leur voyage et rebroussèrent chemin. Ce périple de Hanoun témoigne le moins qu'on puisse dire du rôle pionnier des Phéniciens dans l'exploration scientifique, rôle semblable à celui que jouent les grandes nations modernes dans les domaines de la recherche et des découvertes. Ce périple de Hanoun est l'un des premiers rapports scientifiques, sinon le premier qui fut connu au monde et témoigna du rôle pionnier des Phéniciens dans l'exploration scientifique. Après avoir franchi les colonnes d'Hercule et fondé Tarsis et Cadix, les Phéniciens et plus spécialement les Tyriens naviguèrent vers le nord, le long des côtes européennes. Ils atteignirent les Cassitérides, autrement dit le groupe des îles Scilly, communément appelées Sorlingues, au sud-ouest de l'Angleterre. Les Cassitérides étaient convoités depuis l'Antiquité
pour leurs importants gisements d'étain. Le poète latin Avienus relate le voyage d'un navigateur phénicien carthaginois appelé Hamilcon vers les îles Eustrimnides, correspondant aux îles de Bretagne. Plusieurs indices historiques et archéologiques, mentionnés par l'historien Villanova dans son ouvrage Phoenician Ireland et dans un autre intitulé Phoenician Origin of Early Britain, attestent la présence phénicienne en Angleterre et en Irlande. Parmi ces indices figurent des offrandes au nom d'Hercule Melkart de Tyr, trouvées dans les temples d'Irlande et de Grande-Bretagne. Il semble que les Phéniciens soient allés plus loin que l'Irlande et l'Angleterre. Heeren affirme qu'ils ont pénétré jusqu'à la mer Baltique. Le savant archéologue Schliemann confirme à son tour ces thèses. Franchissant les colonnes d'Hercule Melkart, porte occidentale de la Méditerranée, les Phéniciens s'aventurèrent sur l'océan Atlantique qu'ils appelaient la mer Ténébreuse et atteignirent, selon l'historien Henning, les îles Canaries vers le 8e siècle avant Jésus-Christ. L'historien Diodore de Sicile, 1er siècle avant Jésus-Christ, parle d'un bateau phénicien de Cadis, égaré dans l'océan, qui accosta après plusieurs jours sur une île très vaste dont le climat était privilégié. Il s'agit probablement de l'île de Madère. Quant aux Açores, 8 pièces de monnaie phénicienne du 3e siècle avant Jésus-Christ et portant l'emblème de Tyr, le murex et un palmier, ont été trouvées, selon l'historien Donald Harden, dans l'île de Corvo en 1749. Il est à signaler que les Européens ne découvrirent les Canaries, l'île de Madère, les îles du Cap-Vert et les Açores qu'au XVe siècle. À partir des Canaries, de Madère ou des Açores, les Phéniciens ont-ils traversé l'Atlantique? Sont-ils allés jusqu'en Amérique? Plusieurs savants, archéologues, historiens ou philologues ont transformé cette éventualité en évidence, attestant la présence libano-phénicienne en Amérique par des arguments scientifiques et des faits précis. Parmi ces savants, on peut citer l'éminent historien et archéologue brésilien Bernardo da Silva Ramos, le savant autrichien Ludwig Schwenhagen, et le vicomte Onfroy de Thoron, qui intitula son ouvrage paru en 1889 « Les Phéniciens à l'île d'Haïti et sur le continent américain ». Ajoutons encore l'américain, le docteur Cyrus Gordon, docteur Dunkley d'Oxford, le célèbre philologue et archéologue belge Van den Branden, et bien d'autres savants et chercheurs qui ont affirmé la présence des Phéniciens sur le continent américain bien plus de 2000 ans avant Christophe Colomb. Un des indices les plus révélateurs de l'arrivée des Phéniciens du Liban en Amérique est l'inscription gravée sur le rocher de Gavea qui surplombe la baie de Rio de Janeiro au Brésil. L'archéologue brésilien Bernardo Ramos traduisit le texte de Gavea. Il le fit remonter au 9e siècle avant Jésus-Christ, date correspondant au règne de Badizor, roi de Tyr. 859-853 avant Jésus-Christ, et grand-père d'Élissa, fondatrice de Carthage. Le texte dit « Sour, Phénicie, Badizor, premier-né de Jetbal ». Le philologue belge Van den Branden affirme à son tour que le texte de Gavea est authentiquement phénicien, mais il le fait remonter au 2e siècle avant Jésus-Christ. En 1872, au nord-est du Brésil, à Pouso Alto, dans l'état du Paraíba, un ouvrier découvre une stèle brisée en 4 morceaux et sur laquelle est gravée une inscription mystérieuse. Le docteur Ladislao Neto, directeur du Musée national de Rio de Janeiro, étudie le texte, affirme que l'inscription est sans nul doute phénicienne et en fait la traduction. Le texte relate ce qui suit. Nous, Cananéens sidoniens, qui, pour aller fonder des comptoirs en pays éloignés, sous la protection des dieux et des déesses, nous nous sommes mis en voyage dans la 19e année du règne d'Ahiram, notre puissant roi. Nous partîmes d'Ézion-Guébert, après avoir embarqué les colons sur 10 navires, et naviguâmes ensemble le long de la terre de Ham pendant 2 ans.
Nous fûmes ensuite séparés du commandement de la flotte et entraînés loin de nos compagnons. Nous arrivâmes ici, 12 hommes et 3 femmes, sur cette côte lointaine et inconnue, dont moi, Metu Astarté, le chef, ai pris possession. Que les dieux et les déesses nous viennent en aide. Les savants spécialistes qui étudièrent le texte de Paraïba le font remonter à l'an 950 avant Jésus-Christ, date correspondant à la 19e année du règne d'Ahiram, roi de Tyr. De multiples autres preuves matérielles d'une présence phénicienne au Brésil ont été présentées par Bernardo da Silva Ramos dans son ouvrage. En voici quelques exemples. À Pacoval, dans l'île de Mararo, à l'embouchure du fleuve Amazone, des jarres funéraires, des urnes et des sarcophages phéniciens ont été exhumés. À Urucara, un rocher en guise de stèle funéraire sur lequel est gravé le schéma d'un navire phénicien a été découvert. Une inscription phénicienne gravée sur un grand rocher à Itacoatiara, près de Manaus, dans l'état de l'Amazone, fut traduite par le savant brésilien Ramos. Le texte révèle l'arrivée de Phéniciens de Tanger à cet endroit de l'Amazonie. À Lages, situé à 10 000 de Manaus, des inscriptions phéniciennes ont été découvertes dans une caverne rocheuse et furent déchiffrées à leur tour par Bernardo Ramos. Des recherches ont révélé la présence de mines d'or et de pierres précieuses exploitées par les Phéniciens dans les États de Ceará, Bahia et Minas. En juin 1984, Amir Klink, un jeune Brésilien de descendance libanaise, réussit la traversée de l'océan Atlantique, soit 7000 km, à bord d'une simple barque sans voile ni moteur. Parti de Luderitz, en Namibie, Amir Klink a mis pied sur la grève de Salvador, dans l'état de Bahia, 100 jours plus tard. Amir déclare que ce n'était pas un record, mais un exploit scientifique réalisé spécialement pour confirmer ce que les Phéniciens ont, 2000 ans plus tôt, réalisé. Si un jeune individu ambitieux et entreprenant a réussi un exploit scientifique remarquable avec des moyens modestes, que dire de l'ambition et de la hardiesse d'un peuple, celui du Liban, qui a répondu depuis l'aube de l'histoire à l'appel de la mer. Ce peuple armateur qui a construit les plus puissantes flottes navales de l'Antiquité. N'est-ce pas ce peuple qui a découvert l'étoile polaire, que les Grecs appelaient la Phénicienne? N'est-ce pas ce peuple qui a engendré Marin de Tyr, le fondateur de la géographie mathématique? Qu'y a-t-il de si invraisemblable dans le fait que les fils de ce peuple audacieux soient arrivés au Brésil ou à tout autre endroit du monde? Si besoin est, les preuves scientifiques et les découvertes archéologiques viennent confirmer ces faits et réfuter les thèses des sceptiques. Comme au Brésil, les vestiges phéniciens ont été découverts dans différentes régions du continent américain, attestant une présence libano-phénicienne en Amérique depuis les temps anciens. Ainsi, en 1912, Dr Narciso Alberti publia un livre à Santo Domingo sur l'histoire de Cuba, dans lequel il exposa le résultat d'une série de recherches qui confirment la présence de Phéniciens à Cuba depuis le début du premier millénaire avant Jésus-Christ. Au Pérou, les archéologues ont mis à jour une coupe de style phénicien appartenant au peuple Inca. En Bolivie, une inscription rupestre en caractère phénicien fut découverte et traduite ainsi par un philologue. « Je suis arrivé à cet endroit ». En 1910, et dans la province du Québec au Canada, des inscriptions mystérieuses ont été trouvées non loin des berges de la rivière Saint-François, en aval de Sherbrooke. Se basant sur ses connaissances épigraphiques, Barry Fell, chercheur de l'université de Harvard, déchiffra ces inscriptions et aboutit à l'interprétation suivante. Expédition qui franchit la mer au service du seigneur Hiram pour conquérir des territoires. Marc de Hata, qui a atteint cette limite sur la rivière, amarré son navire et gravé cette roche.
Cette stèle se trouve toujours exposée au musée du séminaire de Sherbrooke. D'autres inscriptions du premier millénaire avant Jésus-Christ ont été découvertes en Pennsylvanie, aux États-Unis d'Amérique, dans l'État du Massachusetts, sur la rivière Taunton, près de Dayton, et dans la vallée du Susquehanna, près de Baltimore. Quant au savant Ludwig Schwenhagen, il démontre dans son livre « Histoire ancienne du Brésil », par de multiples preuves, la présence de relations entre les Phéniciens et les tribus tupinambas qui habitaient les îles de la mer des Caraïbes. En 1963, l'éminent Constance Irwin présente dans son célèbre livre « Fair Gods and Stony Faces » comme un fait incontestable la venue des Phéniciens en Amérique et celle plus probable des Carthaginois. Telles sont quelques manifestations de la présence libanaise dans le monde antique. Ce monde dont l'étendue servait de terrain propice à l'ambition et à l'esprit aventurier du peuple libanais, en quête d'inconnus et de rencontres. Au terme de l'exposé de cette première partie de l'histoire de la présence libanaise dans le monde, nous pouvons dégager les constantes suivantes. 1. Par sa configuration géographique naturelle, le Liban a façonné la personnalité de ses habitants et développé en eux l'esprit d'initiative et d'ambition qui s'est manifesté tout au long de l'histoire dans un espace vital, le monde entier. 2. Privilégié par son emplacement méditerranéen comme plaque tournante des continents du monde antique, le Liban confère à ses habitants un rôle de médiateur parmi les peuples. Creuset des civilisations les plus diverses, le Liban opère leur synthèse et permet les échanges les plus fructueux. Le Libanais devient le type de l'homme ouvert qui se distingue par sa souplesse et sa grande capacité d'adaptation. 3. L'expansion libanaise, qui ne souffre aucune ségrégation, se caractérise par son universalité. Étant motivé par sa grande confiance en soi, le Libanais ne compte que sur lui-même pour assurer, dans un climat compétitif, le succès de ses entreprises. 4. Loin d'être une colonisation d'aspect impérialiste et une exploitation, l'expansion libanaise fut pacifique, basée sur la coopération et l'entente avec les autres peuples considérés comme partenaires. 5. L'expansion libanaise ne fut point motivée par des mobiles religieux, doctrinaires, politiques ou ethniques hégémoniques, mais par une tendance humaniste profonde et une idéologie basée sur l'égalité et l'équité parmi les peuples, si différents soient-ils par leurs croyances, leurs ethnies et leurs races. 6. L'émigration pour le Libanais est une soupape de sécurité existentielle. Sa foi dans son cosmopolitisme ne diminuait en rien ni son allégeance au pays d'adoption, ni son attachement à la patrie mère. 7. Les constantes de l'expansion libanaise sont partie intégrante et spécifique de l'histoire du Liban et des manifestations de sa mission culturelle à travers les âges. Tout effort pour sauvegarder et affermir l'entité libanaise est une tentative de préservation de cette mission, de cette vocation que le Liban se fait un honneur de respecter en tout temps et en tout lieu.